très bonne journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Média TV. Voici notre sommaire. Lorsqu'on parle de divorce, souvent les médias s'intéressent aux enfants et aux femmes, considérés comme les maillons faibles de la société. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de divorce, mais du point de vue de l'homme. Ensuite, dans notre rubrique Bien-être enfant-ado, comment les aider à profiter d'Internet en toute sécurité. Et en matière de sécurité, vous serez peut-être impressionné par cette thérapie au gingembre. Hetman la testera pour nous et on en saura un peu plus dans un petit moment. Et puis pour finir, on parle régulièrement de l'importance de l'activité physique. Aujourd'hui, on va pousser le raisonnement un peu plus pour poser cette question. Suffit-il de faire du sport pour perdre du poids? Eh bien, pas si sûr. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Moi, je retrouve les invités et on y va. À tout de suite. Merci beaucoup pour votre confiance à Média TV, à On se dit tout. Et je vous présente tout de suite mes invités. Monsieur Abdelila Jarmouni, psychologue, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Oui. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup Sidi. Et avec vous aujourd'hui, le divorce, comment est-il vécu par les hommes? Et tout à l'heure, en annonçant les sujets aux différents invités qui sont avec nous, ils ont dit « Ah, c'est vrai, vous avez dit, docteur Karim Louali, c'est vrai, on ne parle pas beaucoup de l'homme, on parle surtout de la femme, des enfants, mais on parle rarement de l'homme. » Et bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit ça serait quand même important de s'y intéresser, d'essayer de comprendre comment les hommes vivent le divorce. Et souvent, on dit qu'un homme tourne rapidement la page. Est-ce que c'est vrai ou c'est des préjugés? En tout cas, on en discutera dans un petit moment. Et puis, Internet, c'est bien sûr l'ère d'Internet. On ne peut pas faire autrement, c'est normal, ça s'impose à nous. C'est notre vécu, notre réalité. Maintenant, Internet peut représenter certains dangers lorsqu'il est mal manipulé par les enfants. Comment les aider et les sécuriser? Eh bien, on en parle avec vous, Nabila Benohoud, vous êtes coach. Merci d'être avec nous. Merci. Et à vos côtés, docteur Karim Louali. Bonjour, cher docteur. Bonjour. Alors, je l'ai dit en off, je le dis en on. Je suis jalouse de votre veste, je l'adore, je suis fan. On met un peu de couleur sur le plateau. Elle est très belle, très chic, très élégante. Saha, docteur. Alors, du sur-mesure ou acheté? Du sur-mesure. Vous me donnerez l'adresse du tailleur. Oups. Alors, on va parler aussi de thérapie par le gingembre. C'est une thérapie qui est impressionnante. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. À manger, mais pas... À manger, à boire. Mais celle-là, c'est la thérapie par le gingembre et le feu. C'est très, très particulier. Mais en tout cas, Hetman testera pour nous cette expérience. Il a eu chaud, il va avoir très très chaud, exactement. Mais en tout cas, apparemment, c'est de la médecine chinoise et apparemment c'est très efficace pour booster l'immunité, entre autres. Bref, on commence, on y va. On va parler de couple et on va parler de divorce, on va parler d'hommes tout de suite. Monsieur Abdelila Jarmouni, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue. On dit souvent que les hommes tournent très vite la page. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, avant de répondre à la question, nos équipes sont allées poser la question à différentes personnes rencontrées par hasard dans la rue pour voir ce qu'en pense véritablement la société par rapport à ça. Est-ce que hommes et femmes réagissent de la même manière face au divorce? On regarde et on revient. Le divorce, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est pareil. Bien sûr, on reste humain avant tout, mais ils vont ressentir les mêmes choses. Quand il s'agit de divorce, sur le plan humain, qu'on soit homme ou femme, on le vit quand même comme une sorte d'échec, parce qu'on a échoué dans un projet qu'on était prêt à construire et à faire avec une autre personne. Donc, peu importe qu'on soit homme ou femme. Ça dépend des situations, mais je pense que pour l'homme, c'est un peu difficile, mais pour la femme, c'est difficile par la suite. Alors, nous sommes au Maroc et voilà, et donc il y a déjà cette étiquette de femme divorcée. La femme, par nature, elle est forte, surtout si elle garde les enfants. Donc, elle trouve toujours cette force qui l'aide à surmonter cette expérience. On est humain et c'est la même chose. Je trouve que chacun a sa façon de s'exprimer, a sa façon de voir les choses et a sa façon de gérer les choses. Voilà, l'homme, c'est pas la femme et la femme, c'est pas l'homme. Eh bien, nous sommes humains et visiblement, les différentes personnes rencontrées ont tendance à dire qu'on le vit mal, que l'on soit un homme ou une femme, et que les femmes pourraient même être un peu plus fortes. Mais ce qu'on entend dire, Monsieur Jarmouni, aussi, c'est que les hommes tournent facilement la page. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'il faut situer tout ça dans un contexte
socioculturelle. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas qui connaît la date de l'Mudawwana, 2004, 2009, je ne sais pas. 2004. Il n'y a pas très longtemps, le divorce était le fait de l'homme. Généralement, c'est l'homme qui prenait la décision et on ne parlait même pas de divorce, on parlait de répudiation. Donc si aujourd'hui on a cette perception de l'homme qu'il tourne facilement la page, qu'il gère facilement le divorce, c'est peut-être parce que justement, avant, le divorce avait lieu de son fait à lui. C'est lui qui avait le pouvoir de divorcer. C'était tout un parcours du combattant pour la femme d'obtenir le divorce avant 2004. Et nous sommes dans ce contexte-là, nous sommes dans une phase transitoire. Les hommes et les femmes sont en train de changer. Les jeunes couples d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 40 ans, mais on est quand même dans un reste de cet historique. Et la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui encore, comme l'a dit cette dame, une des dames que vous avez questionnées, étiquette de femme divorcée. Ça, c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. Une femme divorcée va plus difficilement retrouver un mari que l'homme divorcé va retrouver une femme. Surtout si l'homme divorcé est quelqu'un qui a une situation professionnelle ou financière correcte. En principe, il va se recaser plus facilement. Alors, vous dites, en principe, il va se recaser facilement, mais est-ce qu'il aura envie de se recaser facilement? C'est la question aussi qu'on a envie de se poser. Est-ce qu'un homme va tourner la page rapidement? Ou est-ce qu'il a lui aussi besoin de faire le deuil de cette relation Bien sûr qu'il a besoin de faire le deuil de cette relation, mais il ne va pas y procéder de la même façon que la femme. L'homme va très souvent, du fait justement de cet héritage historique, considérer que lui n'est pas responsable de l'échec du couple. Il arrive, bien qu'il soit aujourd'hui dans une situation parfois d'égal à égal, quand une femme travaille, que son mari travaille, qu'ils ont des revenus similaires, on va dire que ce n'est pas du tout le rapport de force qui existait il y a 40 ans. Mais ça n'empêche que, pour des raisons culturelles, il considère qu'il est celui qui sait, celui qui dit quoi faire, comment faire, quand faire. Et quand sa femme ne suit pas, il ne comprend pas. Il est déstabilisé parce qu'il a grandi au milieu d'un père et d'une mère. Le schéma, c'était que le père donnait des instructions ou des ordres à la mère. L'homme de la maison. L'homme de la maison. Et donc, il peut être déstabilisé à cause de ça, mais en même temps, il sait qu'il est plus facile pour lui de retrouver... Le mot échec a été employé dans ce que... L'échec, oui, mais il va considérer que ce n'est pas son échec. D'accord. C'est celui de sa femme. Elle n'a pas su, elle n'a pas voulu. Et il va plus facilement se déculpabiliser, se déresponsabiliser. Mais ça ne l'aide pas à reconstruire autre chose. Parce que si, dans une relation, la faute n'est jamais à 100%, on n'incombe jamais à 100% à une personne. Jamais. Jamais. Alors, est-ce que ça va l'aider, justement, cette attitude? Ça peut l'aider à refaire les mêmes erreurs. À refaire les mêmes erreurs, exactement. Mais alors, je vais vous poser la question différemment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, consacrer une émission à l'homme divorcé, est-ce que ça se justifie dans notre société ou pas encore? Ou bien, est-ce que les hommes marocains en ont besoin ou pas encore? Je crois qu'ils en ont besoin dans le sens où, aujourd'hui, ils doivent prendre en compte, justement, le changement socioculturel que nous vivons, cette phase transitoire dans laquelle nous vivons. Cette émission réalisée en 2040 n'aurait pas du tout le même sens. Ça serait évident que le divorce n'est pas facile pour l'homme non plus. Mais aujourd'hui, on est encore dans un héritage qui fait qu'on croit que l'homme, bon, il va se recaser sans problème, il va construire un foyer, il va être un chef de famille, etc. Mais quand je vous dis, est-ce qu'il en a besoin, dans la mesure où, quand on fait une émission pour une femme qui divorce, souvent on prend en considération son volet émotionnel, sa psychologie. C'est une émission qui va venir soutenir cette femme, la comprendre, être son écho dans la société, l'écho de son ressenti dans la société. Pour un homme aujourd'hui, est-ce que l'homme marocain a besoin d'une émission écho, d'une émission qui va le soutenir moralement dans cette épreuve ou pas encore? Quand vous dites qu'il en a besoin, il en a peut-être besoin plus pour avoir plus de lucidité sur son actualité, son quotidien, plus que sur... Il en a besoin pour se poser des questions sur lui, sur comment il s'est comporté avec son épouse ou son ex-épouse, vraiment s'auto-analyser pour savoir où est-ce qu'il a pu faire des erreurs et surtout savoir où est-ce qu'il a pu
étouffer tout dialogue avec son épouse. Parce que j'ai la conviction que quand il y a communication, quand il y a dialogue dans un couple, quand les deux parties peuvent s'exprimer sans être brimées dans leurs paroles, on arrive plus facilement à se comprendre et à trouver des solutions. Mais étant donné qu'il est l'homme, que c'est lui qui doit être fort, que c'est lui qui doit être écouté, respecté, souvent ce dialogue vous allez rencontrer des hommes qui, lorsque leur épouse les confronte sur tel ou tel sujet, ils vont répondre par le silence. Il n'estime pas qu'il a besoin de répondre. Il va répondre peut-être en allant boire un café avec des amis et en laissant sa femme en attente d'une réponse. Et ce sont des fuites, en fait. Il ne faut pas fuir la discussion, il ne faut pas fuir le dialogue. Il ne faut pas abuser de son autorité, si autorité il y a. Et alors, pour répondre précisément à votre question, quand il se retrouve divorcé, il passe d'une situation de chef d'une petite famille, qu'il y ait ou pas d'enfants, à il revient, il fait une marche arrière vers une case de célibataire. Est-ce qu'il va retourner carrément dans une ambiance familiale où c'est possible? Est-ce qu'il va se lancer tout seul? Tout ça, il doit en tout cas... ce qu'on peut dire aux hommes, réveillez-vous. On peut leur dire réveillez-vous, on peut leur dire attention, vous n'êtes pas si fort que vous le croyez. Alors, je pose la question, pas au médecin et à la coach, mais à la femme et à l'homme sur le plateau avec nous. Nabila Benouhoud, Karim Louali, vous en pensez quoi de ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les hommes marocains vont vivre mal intérieurement un divorce de la même manière qu'une femme va mal le vivre? C'est l'échec d'un couple ou pas encore? Alors, moi, personnellement, je trouve que l'homme vit le divorce beaucoup plus difficilement que la femme. Du moment que la femme arrive toujours à s'exprimer, elle va pleurer, elle va dire que je suis en rupture, elle va bien évidemment parler de ce poids social. Et bien sûr, on va compatir parce qu'on sait tous aujourd'hui, avec un peu d'ouverture, on sait qu'il y a une pression sociale et tout. L'homme n'est pas conscient qu'il est aussi en train de vivre une rupture. Et donc une rupture veut dire tout simplement qu'il faut faire un deuil. Alors il ne prend pas le temps de vivre sa rupture, il ne prend pas le temps d'accueillir ses émotions, il ne prend pas le temps non plus de les libérer, de pouvoir leur donner le temps et la permission de partir pour qu'ils puissent se reconstruire et pour qu'ils puissent entamer une nouvelle vie. Et donc je pense que c'est là la difficulté, parce que d'abord, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'ils se réveillent, de un, et de deux, non seulement se réveiller, mais aussi savoir que c'est un être humain tellement faible dans sa force, il y a une vulnérabilité extraordinaire, et cette vulnérabilité, tant qu'il ne la voit pas devant ses yeux, tant qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur cette vulnérabilité, ça serait vraiment très difficile de pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs... Mais ils s'en sortent bien. On ne sait pas. On a l'impression... Alors, vous en sortez bien ou pas, docteur Karim Louali? On vous souhaite bien sûr un heureux mariage. Si on ne parle pas de vous, mais... sauter sur une autre relation et se remarier, avant même de comprendre ce qui s'est passé dans la première, en fait, il sort d'une relation vers une autre. Il faut prendre le temps de s'auto-analyser et puis de se remettre en question. D'où les thérapies de couple, que moi je trouve que ça marche très très bien, parce que parfois c'est un manque de communication, de dialogue, c'est un héritage très lourd. Bon, certes, moi je pense que la femme, elle a toujours l'étiquette de femme divorcée. Aujourd'hui, elle le vit mal par rapport à l'homme, parce que c'est un homme, il va se remarier, il va refonder une famille. Bon, on a toujours ça. C'est une transition, mais la transition, elle se fait encore lente. Il y a encore On sera derrière le sujet. En tout cas, nous, on est une émission pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, et le bien-être de la société, c'est ce qui nous importe le plus. On va pour des questions de téléspectateurs, Monsieur Jalmouni. Alors, on a un monsieur qui nous dit, qui a 48 ans, il nous dit « Je viens de divorcer après 24 ans de mariage. J'ai beaucoup de mal à gérer ma nouvelle vie. Qui dois-je contacter pour m'aider ?» Un psychologue. C'est important? Un psychologue, c'est important parce que quand on se retrouve en phase de divorce, sur le plan émotionnel, il y a parfois des choses très anciennes et très profondes qui ressortent, qui viennent de très loin. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails, on va dire, mais lorsque vous vous mariez, vous reconstituez peu ou prou la cellule familiale dans laquelle vous avez grandi. Et donc le divorce, c'est un échec qui peut remuer des émotions anciennes de l'enfance ou de l'adolescence. Et à part ça, comme l'a dit le docteur Louali, il y a un travail sur soi à faire qu'on ne peut pas toujours faire tout seul, parce qu'il y a une véritable déstabilisation de l'homme parfois dans son divorce.
il peut tomber de haut parce qu'il s'est cru et il se croit très fort. Perdre sa famille, c'est perdre du pouvoir, c'est se retrouver en quelque sorte dans une position de fragilité qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne connaissait plus. Et c'est souvent ça, c'est perdre non seulement son épouse, mais aussi sa famille, parce que les enfants son statut social. Partent avec la maman. Exactement. Ouais. Dernière question, le statut de divorcé chez l'homme est-il aussi mal vu que celui de la femme? C'est une jeune femme qui nous pose la question, Bouteina, 37 ans. Mon expérience me dit que non. Mon expérience me dit qu'un homme divorcé, surtout qu'en général il n'a pas d'enfants, ils sont avec la mère quand il y en a, un homme divorcé est presque considéré comme un homme célibataire, avec ce bémol que sa future épouse, s'il la demande en mariage, peut se demander pourquoi il a échoué son premier mariage, peut avoir des peurs sur les raisons qui ont pu faire échouer son premier mariage. Merci beaucoup, Monsieur Jarmouni Abdi. Il est psychologue à Casablanca. Merci beaucoup. On reste ensemble, on continue l'émission. On a d'autres sujets à discuter. Et on va parler tout de suite d'Internet, sécurité sur Internet. Comment aider nos enfants à utiliser Internet sans danger? Eh bien, c'est tout de suite. Nabila Benouhoud, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach, avec vous justement des pistes pratiques pour aider les parents à aider leurs enfants à profiter d'Internet en toute sécurité. Avant, on va essayer d'abord de déterminer quels sont les principaux dangers de la toile. On regarde et on revient. Internet est un outil formidable connu de tous qui a révolutionné le monde. Ses avantages ne sont plus à compter. Mais au-delà des qualités qu'on lui attribue, cette nouvelle technologie peut être considérée comme un outil à double tranchant. En effet, sans sécurité, les enfants et adolescents peuvent constituer une cible facile pour les personnes mal intentionnées. Les dangers du net sont multiples. L'exposition involontaire à des images choquantes. L'enfant peut voir du contenu non adapté à son âge comme de la violence, de la haine ou de la nudité. Des pressions psychologiques. Les logiciels de messagerie instantanée ou réseaux sociaux utilisés en vue d'harcèlement ou de manipulation envers les plus faibles. La diffusion d'informations personnelles. Les informations sont souvent utilisées sans le consentement de leurs propriétaires qui souvent sont mineurs. L'addiction. Les jeux Internet peuvent parfois conduire à une désocialisation et rendre accros les enfants. La désinformation. Le contenu sur le net n'est pas forcément vrai et l'enfant peut croire et s'attacher à de fausses idées. Enfin, les risques liés directement à l'ordinateur. Les attaques de logiciels malveillants et les arnaques sur Internet se font souvent par mail que les enfants ou ados peuvent ouvrir par inattention. Comme toujours, le mot sécurité rime avec sérénité. Alors justement, Nabila Benouhoud, maintenant que nous avons vu les risques, on ne peut pas oublier que c'est un outil formidable et qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Alors comment s'y prendre? Comment utiliser Internet avec plus de sérénité pour les enfants et les ados, justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on entend tout ça, on a l'impression qu'il ne faut plus jamais toucher un ordinateur. Ça fait peur. Ça fait trop de négatifs d'un coup. Ça fait peur, surtout que maintenant, nous avons le terminal smartphone. C'est-à-dire, avant, on arrivait toujours à nous connecter sur une machine, on peut installer le contrôle parental et toute l'histoire qui va avec. Mais maintenant, on peut avoir accès à l'Internet à n'importe quel moment. Tout simplement, la solution, c'est l'éducation. L'éducation, dans quel sens? C'est que il doit y avoir des discussions avec les préadolescents, enfants préadolescents normalement, qui ont généralement accès à des sites. Il faut discuter d'une manière très nette pour pouvoir expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Internet, c'est pas la réalité, c'est pas le monde réel. Pourquoi les enfants sont attirés par ça? Parce que tout simplement, c'est rapide, c'est beau, on fournit pas beaucoup d'efforts, mais on a des résultats extraordinaires. On arrive à nous en sortir pas mal, on rencontre des inconnus qui nous encouragent, qui nous mettent en confiance. En général, on n'a pas beaucoup de critiques comme ce qu'on peut entendre à la maison, on n'a pas beaucoup d'interdits, surtout quand on arrive d'un site à un autre site et par la suite on se retrouve dans des situations où on dit « waouh, c'est vraiment extraordinaire, c'est l'interdit, je suis en train de le transgresser, donc je découvre des choses ». Donc, on doit communiquer avec les enfants pour leur expliquer qu'il y a deux mondes. Il y a la réalité, il y a le monde virtuel. Mais pardon de vous interrompre, aujourd'hui les préados, on les situe vers quel âge? Parce qu'avant on parlait de préadolescence vers 12 ans. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus précoce. Vraiment, avec le monde d'Internet, nous sommes en train de parler de cette transgression générationnelle. Nous n'avons plus les générations comme avant. C'est ça. Donc,
vraiment, la préadolescence, c'est comme on le sent, nous parents, on sent maintenant à partir de 8 ans, on commence à aborder des sujets qu'avant, on ne peut pas entendre avant l'âge de 13 ans, 14 ans. À 8 ans, les enfants peuvent parler de beaucoup de choses que des fois, on ouvre les yeux comme ça, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'ouverture, il y a aussi l'enseignement, il y a les amis, il y a les fréquentations, et donc l'enfant va avoir tendance à connaître des choses beaucoup plus... En fait, on avance par rapport à son âge. Des fois, on est face à ce choc primitif, mais vraiment très tôt. Donc là, il faut aussi pouvoir préparer les enfants à ça. Mais à partir de 8 ans, c'est-à-dire là où les enfants vont être face à... ils font des jeux, ils rentrent... En fait, ils installent des applications, ils vont jouer avec des enfants aux États-Unis ou en Chine ou n'importe. Donc, on peut leur expliquer. C'est vrai, nous sommes en train de nous faire des amis, mais ces amis, c'est des amis qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître. Donc, déjà, cette confiance qui s'installe, c'est une fausse conscience et une pseudo-confiance parce que tout simplement, on ne peut pas s'adonner à ce genre de je sais pas, de relations, de communication, parce que tout simplement, ce n'est pas vrai. Donc, on doit expliquer à l'enfant que si un inconnu vous parle pour vous demander des informations, il ne faut pas lui en donner. De la même manière qu'on ne le ferait pas dans la rue. Si notre enfant rencontre quelqu'un dans la rue, on lui dit de ne pas parler aux étrangers. Tout à fait, on ne parle pas aux étrangers. Quand quelqu'un, par exemple, vous montre un contenu ou des images un peu bizarres, il faut parler à ses parents. Quand on dit bizarre, c'est vraiment, des fois, c'est la violence, c'est des images violentes. L'enfant n'a pas une personnalité assez équilibrée pour qu'il puisse faire la part des choses, le bien, le mal, culturellement parlant. Nous sommes en train de vivre l'ère de la mondialisation et on peut, via la connexion, changer complètement des aspects culturels de l'enfant alors que lui n'est pas préparé, sa famille non plus n'est pas préparée pour accueillir ça. On peut aussi lui expliquer qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un qu'on a rencontré sur le net comme ça. Si jamais il y a un rendez-vous, il faut en parler d'abord, il faut discuter. Les parents doivent aussi jouer le jeu, c'est-à-dire on ne doit pas être toujours en train de dire à l'enfant c'est pas bien, ne te connecte pas, c'est interdit. Non, quand on lui donne l'autorisation de se connecter 1 heure par jour, c'est 1 heure. Bon, il va la faire dans le salon devant nous, on sait. En fait, on n'est pas en train d'espionner l'enfant, mais plus ou moins, c'est la lumière du salon, c'est la famille, c'est l'ouverture. Quand il dit quelque chose, au lieu de le critiquer, on peut aller beaucoup plus loin pour comprendre à quoi il pense, qu'est-ce qu'on lui avait dit. Sur Internet, il peut y avoir des malfaiteurs, des prédateurs sexuels, il y a beaucoup de pédophiles qui essayent aussi de chercher des enfants. Des enfants, c'est des proies faciles. Et donc là, on peut à chaque fois dire que quand on est face à des inconnus, voilà le comportement qu'il faut adopter et sans aucune critique. C'est-à-dire, l'enfant, c'est l'enfant. Il est en apprentissage. Et ça fait partie aussi de sa vie. C'est très intéressant pour lui d'apprendre que dans la vie, on n'est pas toujours protégé. Il peut y avoir des éléments externes qui peuvent perturber cette zénitude. Et donc là, on est là pour lui donner des repères à installer et on va vérifier, est-ce qu'à chaque fois, il revient vers nous pour pouvoir discuter ça, pour nous rendre compte de ce qui se passe sur la toile. Les logiciels de contrôle parental, vous êtes pour ou pas? Écoutez, c'est un outil intéressant pour aider les parents. Légalement parlant, ces logiciels sont très forts. Ils vont faire en sorte de protéger, de se protéger. C'est les logiciels qui se protègent légalement parlant. Mais maintenant, vous le savez très bien, si vous êtes sur n'importe quelle application, vous pouvez passer d'une application à une autre, d'une vidéo à une autre, sans vérifier justement. Nous, adultes, des fois, on est choqués, on n'a pas envie de voir quelques contenus, on se retrouve face à ça. C'est bien d'installer ça, mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, on peut toujours être face à une intrusion, à un message dangereux, des discussions dangereuses d'une manière ou d'une autre, surtout qu'on est toujours connecté via Wi-Fi partout dans la rue. Le plus important, c'est la communication. Voilà, c'est la communication et l'élément le plus important, c'est que l'enfant ne doit pas savoir que nous sommes en train de l'aimer dans l'inquiétude, parce que quand on est en train de guetter et d'interdire, de répéter en fait à chaque fois qu'il y a des interdictions, il sait qu'on l'aime dans l'inquiétude. Il va tout simplement essayer de nous inquiéter encore plus. Donc, on doit toujours faire comprendre qu'il y a une confiance. On va marquer une courte pause. Et on revient pour la deuxième partie de cette discussion. On va continuer ce point-là en particulier. On parlera de sport et de nutrition. On testera cette thérapie par le gingembre. A tout de suite sur Média TV dans On se dit tout.
Nous sommes de retour avec vous sur le plateau d'On se dit tout pour continuer cette émission avec M. Abdelillah Jamoni, psychologue, avec Nabila Benohoud et Karim Louali. Merci à tous d'être là pour nos téléspectateurs. On revient sur ce sujet de la sécurité sur Internet pour les ados, pour les enfants. Comment les aider à profiter d'Internet sans risque? Eh bien, vous l'avez dit, Nabila Benohoud, vous êtes coach. Beaucoup de discussions avec les enfants, c'est très important. Ça vaut beaucoup mieux que le contrôle parental, que les logiciels. On a une question de téléspectateurs. On a Jade qui nous dit « Mes enfants passent beaucoup trop de temps sur Internet et je ne sais pas ce qu'ils y font. Comment les encourager à faire d'autres activités ?» Ça vous choque? Non, non. Non, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'ils y font? On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils y font. Non, mais déjà, passer beaucoup de temps devant la machine, c'est décommandé, en fait. Justement, il y a l'école. Maintenant, quand on rentre le soir, on a combien de temps à passer en famille pour pouvoir manger, pour pouvoir se reposer? Je pense qu'on peut commencer d'abord par discuter avec les enfants et dire que voilà, il y a des règles, il y a toujours des normes. Donc, on installe les normes et on peut discuter ensemble quel est le moment favorable pour vous pour pouvoir avoir accès à la machine, parce que ça se trouve que ce n'est pas bon pour vous, c'est trop d'Internet, c'est une addiction. Qu'est-ce qu'il faut mettre? 1 heure, pas plus? Sincèrement, ça dépend de l'âge. Et oui, 1 heure, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Comme tout simplement, des fois, moi personnellement, en fait, la connexion, c'est vraiment samedi. Et samedi, pas toute la journée. C'est-à-dire le matin, il y a sport, l'après-midi, il y a un moment précis. Et ça a été discuté à maintes reprises parce que pour moi, la psychomotricité, le développement de l'enfant, il doit le vivre en rapport avec les autres. Il faut qu'il y ait le contact humain pour qu'on puisse se développer. Installer des jeux intéressants, les jeux de... à l'époque, quand on était petit, il y avait des jeux magnifiques. Il y avait la marelle, il y avait les cartes, il y avait pas mal de choses qu'on pouvait faire et qui étaient aussi intéressantes que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que on se défoulait beaucoup plus. Mais bien sûr, et en plus, il y a cet esprit de challenge, de compétition. Le problème d'Internet, c'est qu'on vous donne vous donne des résultats rapides, ça vous excite, c'est intéressant, donc on redemande encore plus et c'est rapide, c'est beau, il y a des couleurs, c'est sympathique, c'est pas la vie réelle. Quand on retourne à la réalité, ça déprime un peu, donc on a très envie d'aller retourner vers la connexion. Et c'est très simple. À chaque fois qu'on essaye de changer ou de réinstaller une nouvelle habitude, il faut tout simplement créer une autre, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc tout simplement, il faut discuter, sortir et faire autre chose avec les enfants. Alors, docteur Karim Louali, votre petit est encore très petit. Oui, mais ils naissent avec le doigt. Avec le doigt, exactement. Mon fils croit que la télévision est tactile et il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas tactile. Pour vous dire, c'est... Il a raison. C'est ça le problème. Donc, écoute, on ne peut pas enlever, certes. Il ne faut pas interdire parce que c'est l'évolution. Il ne va pas être à l'air du temps. Mais il ne faut pas contrôler, mais discuter. Vous savez, l'éducation est la clé de tout. Dans l'alimentation, dans l'accès à Internet, c'est là. Il faut discuter, il faut expliquer, il faut responsabiliser. C'est ça, tout à fait. C'est beau. Et vous l'avez dit, on a discuté, on a mis en place un processus, mais on l'a discuté. Vous ne l'avez pas imposé en tant que mère. Non, et c'est très important qu'ils comprennent qu'ils sont décideurs aussi. Oui. Ils ont une personnalité, ils peuvent décider, ils comprennent. Quand on leur explique, ils comprennent. Les enfants, ils sont beaucoup plus intelligents que nous parce qu'ils ne sont pas saturés. Nous, on arrive à un certain stade où il y a vraiment une saturation. Et donc, eux, ils peuvent encore apprendre pas mal de choses. Une fois que c'est installé, ils le respectent. Des fois, carrément, ils rappellent les règles. Bon, c'est terminé, 6 heures, en fait, c'est 6 heures. Oui. On vous rend ça pour cacher. Mais on joue à un jeu même, on va cacher. On sait que ils savent que je cache ou je cache tout ce qu'il faut, mais ils respectent parce que ils ont. Il y a le consensus. Exactement. Merci beaucoup, Nabila Benohoud. Comme quoi, c'est possible finalement de vivre cette histoire d'Internet en toute sécurité et sérénité, surtout avec les enfants. Et ce n'est pas forcément un problème parents-enfants, parents-ados. C'est plus compliqué pour les ados? Ou c'est la même chose si on a mis en place tout ça très tôt? Si on avait pris beaucoup de temps avant de savoir qu'il faut communiquer avec eux, les adolescents auront avoir envie d'appartenir à des groupes déterminés, le sentiment d'appartenance, la confiance, se retrouver en parlant de sujets qui fâchent les parents. Le tabou, il y a pas mal d'éléments qui sont un peu plus compliqués avec les adolescents, mais c'est faisable. On reprogrammera une émission spécialement pour les ados. Merci Léla, merci beaucoup. Alors, on va passer à autre chose, on va sortir un petit peu du plateau, on va aller avec Atman. C'est notre cobaye, gentiment dit, avec beaucoup de tendresse et d'affection. Il teste beaucoup de choses pour nous, pour nos téléspectateurs, et en fait, il repart voir une personne qu'il a déjà rencontrée pour l'émission, qui est spécialiste en médecine chinoise, et ça s'appelle la thérapie par le gingembre. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Je vous invite à regarder.
Yasmine et bonjour à tous. Souvenez-vous, nous avions testé pour vous l'acupuncture il y a quelques temps chez le docteur Kenza. Elle nous avait également parlé de la thérapie au gingembre. Alors pour moi, il s'agissait de boire un jus détox et venir me poser tranquillement sur l'herbe. Mais pas du tout. Il s'agit d'une thérapie qui est beaucoup plus impressionnante que ça et je vous invite tout de suite à la découvrir avec moi. Ah non, Othman, c'est pas ça la thérapie au gingembre. Et bonjour déjà, comment ça va depuis la dernière fois? Bonjour Kenza, ça va et toi? Super, merci. Aujourd'hui, je suis revenu parce que tu nous as parlé de la thérapie au gingembre. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors la thérapie au gingembre, c'est pas boire du gingembre, ça tout le monde peut le faire à la maison, mais c'est vraiment la thérapie par le feu. D'accord, mais alors ça consiste en quoi exactement? Eh bien, on va tout simplement mettre le gingembre au niveau de la partie à traiter dans le corps, donc localement. Et ensuite, il y a une certaine technique qui fait qu'on va flamber ce gingembre. Tu vas juste sentir la chaleur du gingembre, l'énergie donc active du gingembre rentrer à l'intérieur de cette partie-là. Et est-ce que tout le monde peut venir faire cette thérapie au centre? On va faire quand même une consultation avant, comme d'habitude, le bilan énergétique, pour pouvoir orienter la personne s'il y a des contre-indications, les femmes enceintes, des gens qui ont du feu à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas combattre le feu par le feu. Hein, c'est ça. Alors Kenza, dis-moi, est-ce qu'il faut une formation spécifique pour pouvoir réaliser cette thérapie? Il faut être certifié ou avoir une maîtrise en médecine chinoise générale et en particulier avoir suivi la formation de Ginger Therapy. D'ailleurs, par exemple, au centre, même si on peut tous le faire, c'est Tom le spécialiste. Et d'ailleurs, je t'invite à aller le rejoindre. Mais avant, juste, est-ce que je peux terminer mon jus de gingembre? Absolument, ça tonifie. C'est excellent. Alors, Othman, c'est bon, on a posé les serviettes pour délimiter la partie qu'on a choisi de traiter ensemble aujourd'hui. On a opté pour la partie la plus générale, c'est la partie des reins, des glandes surrénales, pour booster un petit peu le système immunitaire, le tonus, et aussi pour augmenter ta vitalité. On commence d'abord par poser le gingembre. Je suis un peu inquiet, Kenza, quand même. N'aie pas peur, tu vas rien sentir. Est-ce que c'est chaud, il te demande Tom? C'est humide et chaud, mais c'est pas du tout désagréable. Là, Tom est en train de préparer la serviette humide. Ensuite, c'est grâce à de l'alcool qu'on va pouvoir flamber et te faire rentrer indirectement l'énergie. Est-ce que je vais sentir quand vous allez allumer le feu? Écoute, ce que tu vas sentir, c'est pas la partie où on allume le feu, c'est la partie juste après. D'accord. Alors, je vais te dire quand on va allumer le feu. Bah là, j'ai entendu le bruit. Tu entends le bruit, mais tu vas pas forcément sentir. Voilà, c'est maintenant que tu vas sentir. Est-ce que tu transpires? Alors, je sais pas si je transpire, mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est extrêmement chaud. Ben, sache que tu vas garder cette chaleur moins intense pendant quelques jours. Hein. C'est ça le but. Quelques jours? Ouais, quelques jours. Alors là, oui, effectivement, il y a de la transpiration. Elle est un petit peu rose, cette partie-là, qui a été traitée. Alors, on va te laisser te remettre un peu de tes émotions. Et puis, on se retrouvera pour le feedback d'ici quelques instants. Allez. Ça marche. Comment tu te sens après ta thérapie au gingembre? J'ai l'impression d'avoir encore la serviette couverte de gingembre au niveau du bas du dos. Je sens des petits picotements. Et je sens une énergie, enfin je sens quelque chose qui se diffuse. Et j'ai très chaud. Eh bien écoutez, chers téléspectateurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Yasmine, je te rends l'antenne et moi je vais enfin terminer mon jus de gingembre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait d'essayer cette thérapie du gingembre? Pourquoi pas? Oui, sans, pas d'appréhension. J'ai pas peur, là j'ai pas peur. Après ce que j'ai vu, j'ai pas peur. C'est rassurant. Il en est sorti vivant. Donc il en est sorti vivant, pas un poil brûlé. Rien. Tout est beau. Karim? De toute façon, la médecine chinoise, elle a montré il y a des millions d'années qu'il y a des choses auxquelles on arrive aujourd'hui à démontrer et eux, ils l'ont compris il y a longtemps. Ouais. Donc les médecines énergétiques se rejoignent. Mais vous serez prêt à tester ça? Oui. Même s'il y a le briquet, l'alcool, même si on vous safe. Flambe comme elle dit. Oui, c'est flambé. Hein. C'est flambé. Mais ça m'a l'air d'être safe. Hein. Ouais. Nabila? Ah oui, c'est intéressant. C'est réchauffant. C'est réchauffant. Oh, sûrement. Le bien-être après doit être formidable. Je crois que ça doit faire énormément de bien. En tout cas, bsahtek, Atman, comme on dit. On reste ensemble. On parle de quoi? Eh bien, on vous retrouve tout de suite, Dr Karim Louali. Allez, on y va.
Et est-ce qu'il suffit de faire du sport pour perdre du poids? Quand je vous ai contacté pour ce sujet, vous m'avez dit pas du tout, c'est pas du tout suffisant. Vous remettez en question beaucoup de choses parce que finalement on se dit il suffit de faire du sport pour brûler des calories, pour perdre du poids. Vous nous dites attention, c'est pas le cas. Maintenant, qu'en pense monsieur et madame tout le monde? On regarde et on revient. À tout de suite. Le sport, d'après moi, non. Le sport n'est pas suffisant pour maigrir. Il faut un régime alimentaire bien précis. C'est un mode de vie d'abord. C'est pas uniquement du sport. Je suis athlète et par conséquent, voilà, j'essaie toujours de garder ma ligne. Après, je veux prendre comme allusion par rapport à ma sœur. Elle est obèse, elle fait du sport, mais elle n'arrive pas à perdre du poids. Par conséquent, ce n'est pas le sport qui peut vraiment faire maigrir la personne. Personnellement, je pense qu'il faut accompagner le sport avec un régime alimentaire. Parce que faire du sport pour maigrir, c'est pas vraiment assez suffisant. Le sport à lui seul n'est pas suffisant pour maigrir. Il faut l'accompagner par un régime alimentaire. Mais il y a une vraie prise de conscience, docteur Kadem El Ouali. Ça me fait trop plaisir. Hein. Je me rappelle, ça fait 12 ans que j'exerce et je me rappelle que j'étais vu comme un ovni quand j'ai commencé à exercer. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que ma première patiente que j'ai reçue au cabinet, j'étais toute excitée. Elle était obèse, bien entendu. Et en lui disant il faut perdre des kilos, elle a été hors d'elle-même. Elle était venue chez moi pour grossir. D'accord, et pourquoi ça? Il y a 12 ans, les mœurs, c'était pas ancré encore que la minceur était l'idéal santé, être bien dans sa peau. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme spécialité? On va pas me prendre au sérieux. Patiente, oui, elle m'a pas pris au sérieux. Mais c'était quand même les années 2000. Oui. Ça fait pas longtemps. 2000, oui, les années 2000. Et je vois à travers mon expérience que les gens sont de plus en plus conscients. Okay. Aujourd'hui, je reçois des jeunes filles qui viennent préparer leur grossesse, qui viennent, même pas qui viennent de se marier, qui viennent pour prendre des cours de nutrition, bien d'hygiène de vie pour bien gérer leur foyer. Hier, j'ai reçu une jeune maman qui est venue 2 mois avant la divulgation de son fils pour me dire comment je vais faire. Donc, il y a une réelle prise de conscience. Et puis, toutes les réponses étaient justes. Hein, ça me fait très plaisir. Ben oui, exactement. Tout le monde fait son rôle, les médias, les praticiens. Ça nous fait plaisir. Alors, quand vous dites il ne suffit pas de faire du sport pour perdre du poids, et pourtant, ça a toujours été ancré dans l'esprit des gens, il suffit de bouger pour maigrir. Ce n'est pas le cas, finalement. Ce n'est pas le cas parce que c'est mathématique. En fait, déjà, pour mettre le sport dans son contexte, c'est important pour la vie. D'abord, ça Avant, permet... le sport, c'était juste pour perdre du poids. Aujourd'hui, on sait que le sport, ça rentre dans la prévention, etc. C'est important parce que ça permet d'être épanoui, ça permet de déstresser, ça prévient l'apparition des maladies, notamment l'athérosclérose, ça permet d'avoir une bonne circulation sanguine, ça permet de maintenir sa masse musculaire. Donc, le sport est indispensable. Il ne faut pas le dire. C'est la seule thérapie réelle pour traiter l'ostéoporose, par exemple. C'est vraiment le fait de bouger qui fait maintenir notre masse osseuse. Mais à lui seul, non, ce n'est pas suffisant pour maigrir. C'est une histoire de chiffres, de balance. Mais quand vous avez une personne qui mange la même chose, ok, elle mange la même quantité d'aliments, maintenant on ne va pas voir qu'est-ce qu'elle mange. Mais aujourd'hui, elle mangeait ça sans sport, demain elle va manger ça avec du sport. Finalement, elle diminue l'absorption de calories dans le corps grâce à l'activité physique. C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment plus compliqué que ça. Il faut savoir que les entrées d'énergie, c'est l'alimentation. Oui. 100% de ce qu'on fait rentrer, c'est l'alimentation. Alors que les dépenses, c'est très complexe. Il y a le métabolisme de base qu'on ne touche pas, c'est 60%. Et après, il y a la thermogénèse de l'aliment. Quand je mange, j'ai besoin d'énergie pour digérer. Donc, quand je saute un repas, je baisse ma consommation d'énergie. Et après, il me reste quoi? 20-30%, c'est l'exercice quotidien. Et donc, vraiment, le sport, j'ai une petite partie. C'est-à-dire que je peux majorer de 10, de 15% mes dépenses, ce qui est peu. Je donne un petit exemple. On sait que dans un gramme de graisse, il y a 9 calories. Alors, vous imaginez, pour perdre 1 kg de graisse, c'est 9000 calories. En sachant qu'une heure de sport, 300 calories, qu'on peut brûler maximum 400 calories. On est très, très loin. C'est-à-dire pour brûler 1 kg de graisse. 9 calories, c'est combien de kilos? 1 kg de graisse. 1 kg de graisse. C'est 9 calories par gramme. Et on est supposé les brûler sur combien de temps, idéalement? En faisant un régime, en créant un déficit pour aller puiser dedans. Bien entendu, c'est plus complexe que ça. Parce qu'en faisant le sport, on va sensibiliser le muscle à utiliser la graisse pour faire de l'énergie. Donc, notre régime sera plus efficace. C'est ça. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais le sport à lui seul ne suffit pas pour perdre du poids. Mais il est important pour être en bonne santé. Effectivement, ça, il est important. Et puis, le sport doit être adapté à la condition physique de la personne, au type d'exercice qu'on va faire. En fait, moi, je suis contre les cours en général. C'est du sur-mesure.
Chacun écoute son corps, chacun a des besoins spécifiques et chacun a besoin de brûler tant de calories en fonction de ses besoins. Alors, il y a aussi ce mythe qui dit que si on a envie de perdre du ventre, il faut faire telle activité. Si on a besoin de perdre des jambes, c'est telle autre activité. Est-ce que c'est vrai ? Non. C'est l'ordonnance du sport selon la zone que l'on veut. On peut faire de l'exercice pour renforcer les muscles d'un côté et pas de l'autre, mais sachez que si je fais de la musculation sur de la graisse, c'est plus grave. La graisse s'inflamme, elle devient plus agglutinée et c'est disgracieux parce que là on a du ventre mais c'est dur, c'est encore plus difficile à traiter. Donc oui, on peut cibler, renforcer telle région ou telle région, mais maigrir avec le sport dans telle région. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, vous en pensez quoi, monsieur Abdelilaj Almouni, sport et régime? Alors, moi, j'ai envie Vous de n'en dire... avez pas besoin. Pardon? Vous n'en avez pas besoin. Si, j'en fais. Ah, c'est pour ça que... Je vais vous dire, le sport, vous en avez besoin aussi pour vous détendre. Et quand vous êtes détendu, toutes les fonctions vitales fonctionnent mieux. Vous digérez mieux, vous éliminez mieux, vous dormez mieux. Donc le lendemain, vous avez moins de stress qui vous fait grignoter. J'ai envie de dire, en dehors de tout ce que vous dites, c'est un régulateur d'humeur, le sport. Le régulateur d'humeur nous aide à nous maîtriser. Mais ça tient tant qu'on est bien. Tant qu'on n'a pas de problème. Oui. Mais par exemple, face à une dépression, on dit que le sport aide dans la dépression, mais il faut pouvoir aller faire ce sport. Parce que quand on fait une dépression, on perd plaisir à tout, on perd le goût à tout, et même cette activité physique qui nous faisait peut-être plaisir avant, on n'y trouve plus aucun goût et on n'a plus envie de la faire. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut surtout pas dire à une personne dépressive va faire du sport. C'est pas possible. La personne dépressive n'a plus besoin ni envie de rien. Elle veut juste rester... se soigner peut-être par l'inactivité ou par l'isolement, tout en voyant un thérapeute, bien sûr. Le sport ne peut pas être ça peut aider quand la personne est dans une phase ascendante. C'est ça. Quand elle a commencé à aller mieux, c'est ça. Le sport peut continuer l'évolution. Mais pour dire elle va faire du sport et elle va sortir de sa dépression, non. Elle est incapable de toutes les manières. Elle ne peut pas, et même si elle se forçait une fois, ça va être une fois, elle va s'arrêter. Mais bizarrement, même le corps n'arrive pas à suivre. Lorsqu'une personne en dépression, et par exemple si elle était habituée à faire du sport et qu'elle sort faire une activité, parce qu'elle est en dépression, le corps est fatigué, le corps tire vers le bas. Oui, parce que l'humeur tire vers le bas. Le bas, exactement. Et le corps est fonction de ce qui se passe dans la tête. Nabila, un petit mot par rapport à ça? Moi, ça me rassure. Qu'est-ce qui vous rassure? Faire sport? Ce qu'il vient de dire, non, parce qu'effectivement, des fois, écologiquement parlant, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Parce que quand on va nous dire il faut faire 30 minutes de sport par jour, c'est obligatoire pour arriver à tel résultat, si je suis dans l'incapacité de le faire, c'est-à-dire je dois associer le sport à ce plaisir de prendre soin de moi, au-delà de cette obligation d'avoir un résultat déterminé. Et donc déjà, c'est très rassurant parce qu'en fin de compte, c'est toute une hygiène de vie qu'il faut réinstaller pour qu'on puisse atteindre un objectif. Et comme vous avez dit, quand on s'acharne contre notre corps, contre nous-mêmes, on n'arrivera à aucun résultat. En fait, il faut finir par adopter le sport comme une constituante d'une hygiène de vie beaucoup plus globale. On va sur les questions, Dr Karim Louali, parce qu'on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous avons Fouad qui nous dit « Je fais beaucoup de sport et je perds du poids. Comment savoir si je perds de la masse musculaire ou de la graisse ?» C'est très simple. D'ailleurs, ça, c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus attention à l'indice de masse corporelle, on fait plutôt attention à la masse graisseuse. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle une impédance-métrie. C'est une balance spéciale qui fait la part des choses, qui mesure la masse grasse, qui mesure la masse musculaire. Et ça, c'est disponible chez les nutritionnistes? Oui, généralement. Et puis aujourd'hui, on en trouve à des bons prix qui se vendent dans les grandes surfaces, pas dans les grandes surfaces, mais dans les magasins spécialisés d'électronique, qui sont assez fiables pour se suivre, pour un amateur qui peut suivre l'évolution de sa masse musculaire et sa masse graisseuse. Dernière question, Fatima, 19 ans, qui nous dit comment faire pour perdre du poids de manière ciblée, le ventre par exemple, sans maigrir de partout. Généralement, il n'y a pas. Mais généralement, il faut enlever un tabou. Vous savez que quand on fait du sport, au départ, on ne brûle que les sucres circulants, que le glucogène. Et c'est au bout de 45 minutes qu'on commence à puiser dans les réserves de graisse. Ça, c'est pas encourageant du tout. C'est horrible cette info, celle-là. L'astuce, elle est très simple. Si je fais mon sport et que j'ai une faim de loup,
sache qu'on a été dans le glycogène, on n'a pas été du tout dans la graisse. Ok, mais si je fais du sport et que je ne dépasse pas 45 minutes? Ben non, c'est bien pour le cœur, c'est bien pour la circulation, mais on n'a pas atteint le stade de brûler un peu de calories, d'augmenter son métabolisme. Il faut dépasser l'heure. Donc il faut aller dans ce cas de figure, il faut aller dans l'endurance. Après, le corps, il ne va pas puiser spécifiquement, non. Il va chercher là où il y a les réserves de graisse, et d'habitude, c'est le ventre qui est le plus riche en réserves de graisse. Quelle que soit l'intensité de l'activité? Non, bien entendu, non, ça dépend de l'intensité. Je parle de, par exemple, on commence à être à 60-70% dans la graisse, dans une marche de bonne allure à partir de l'heure, par exemple. Après 1 heure, oui. 60 minutes. De marche de bonne allure. Je parle de bonne allure. Voilà, je parle d'une marche de bonne allure. C'est pour ça que le sport est bon pour la circulation, etc. et tout. Écoutez, madame, on n'a pas besoin de mettre des espadrilles et de sortir courir. Eh ben, on peut juste poser la voiture un quart d'heure avant le travail. Oui, mais ça ne fait pas 45 minutes. Non, je parle de la demi-heure par jour. C'est-à-dire on peut la faire d'une manière discontinue, agréable, c'est-à-dire ne pas descendre dans l'ascenseur et descendre les escaliers à pied, laisser la voiture un tout petit peu proche, plus loin du travail. Donc, des petites astuces comme ça pour ne pas sentir que c'est une obligation. Alors, est-ce que c'est vrai que ce qui est mieux pour l'organisme, c'est descendre des escaliers et pas les monter? Écoutez, non. Monter les escaliers et descendre, écoutez, quand on a des problèmes mécaniques, non, c'est du n'importe quoi. Mais attention, quand on a des problèmes mécaniques, par exemple, quand on a des gens qui ont de l'arthrose, par exemple, ça fait du mal quand on monte les escaliers parce que le mouvement est plus difficile, même quand on descend, parce que le choc peut aggraver l'arthrose quand on a du surpoids. Mais non, c'est pareil. Bon, on dépense plus en montant qu'en descendant. C'est ça, exactement. C'est ça, je me disais bien. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. D'abord vous, sur le plateau d'On se dit tout, et puis bien sûr nos téléspectateurs. Vous, parce que vous vous déplacez, vous prenez de votre temps, vous êtes là pour partager votre connaissance, votre savoir en toute générosité avec nos téléspectateurs. Je tiens énormément à vous remercier, vous ici présents, mais tous les intervenants, intervenantes d'On se dit tout, que je remercie vraiment beaucoup pour leur générosité. Je rappelle que j'étais avec vous, Abdelila Jarmouni, psychologue à Casablanca, Karim Louali, médecin nutritionniste sur Casa aussi, Nabila Benouhoud, vous êtes sur Casa également. Non, je suis sur Rabat. Sur Rabat, ok, pardon. Super, bien, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et on se retrouve très vite, si vous le voulez bien sûr. Au revoir, très bonne suite des programmes sur Média TV. À bientôt.